Donc, on va donc démarrer sur ce TD. Alors, il nous restait sur le recto l'exercice numéro 5 à faire. Donc on va en parler un petit peu. Donc ça ressemble à ce qu'on a pu faire sur les autres exercices en termes de liberté. La différence fondamentale ici, c'est qu'on vous demande en fait de montrer la liberté de famille de fonctions. Alors la liberté de famille de fonctions, qu'est-ce qui va changer? Tout simplement, quand on va prendre des combinaisons linéaires de fonctions, on va être amené finalement pour pouvoir s'en sortir à passer sur des égalités, donc des combinaisons linéaires de scalaires. Donc vous avez cet exercice, donc on ne va pas le corriger en entier, hein, on va simplement montrer ce que ça peut donner pour par exemple le petit a et le petit c, sur un cas un petit peu plus simple. Alors, quel est le problème fondamental? Donc le problème fondamental, encore une fois, c'est de déterminer la liberté et ici de montrer que la famille en question est libre. Alors pour montrer que cette famille est libre, on va donc tout simplement poser la même chose qu'habituellement. D'accord? Donc on va passer ici sur une feuille annexe, comme d'habitude. Voilà. Alors, hop. Donc, nous en sommes à l'exercice 5. Alors effectivement, je rappelle, hein, ces séances de TD sont un petit peu plus dirigées qu'en temps normal. Donc on appelle bien ça travaux dirigés. Mais ici, ça donne l'apparence finalement que je suis celui qui fait le principal, le principe. En tout cas, je suis votre principal interlocuteur, mais je suis aussi finalement celui qui doit vous guider. Donc certes, je vous guide, mais je rappelle que ce genre de séance ne sera profitable pour vous que si vous voulez travailler à la maison. D'accord? Donc idéalement, une partie avant le TD, et ensuite, bien évidemment, retravailler le TD a posteriori. Donc dans un premier temps, nous, on va essayer de voir ce que ça donne pour les exponentielles. Alors, hop. Donc chacune de ces trois familles de fonctions, et je vous l'ai indiqué dans le TD, typiquement, ces trois familles de fonctions, elles sont utilisées quand vous faites des résolutions d'ODO, notamment d'ODO homogènes. Ces trois familles de fonctions, c'est le type de solution que vous pouvez obtenir, par exemple, quand vous faites la résolution d'un second membre, donc quand vous cherchez une solution particulière, et que vous êtes en présence d'un système homogène, à coefficient constant. D'accord? Parce que quand les coefficients ne sont pas constants, on part plutôt sur une variation de la constante. Donc le premier exercice, il porte sur une famille à la base infinie. Alors nous, on va se placer sur une sous-famille, donc soit la famille. Donc on va prendre la famille des fi pour i appartenant à un n, avec fi qui est désigné comme étant la famille qui a x, donc la fonction, pardon, qui a x associe exponentielle de aix. Vous voyez un peu l'idée? Avec les ai tels que. Donc ce qu'on va faire pour s'en sortir ici assez facilement, on va les ranger par ordre croissant, ou décroissant, mais ça n'a pas grande importance. Donc on va faire en sorte que cette famille, quitte à la renuméroter, tous les ai étant différents, on va faire en sorte ici qu'on ait les ai rangés de manière croissante. Donc j'essaie de naviguer en même temps. Donc si j'ai des petits temps, hein, c'est que je vérifie que tout se passe bien, notamment au niveau de l'enregistrement. Voilà. Alors, si maintenant je posais la liberté de la fonction. Donc si je veux poser la liberté de la fonction, je rappelle, il faut que je pose une combinaison linéaire nulle. Donc dans la rédaction, c'est toujours assez simple, hein, mais c'est rigoureux. Donc soit lambda 1 jusqu'à lambda n. Alors,
pouvez spécifier si vous n'aimez pas les 3 petits points et pour bien montrer qu'il y en a autant que vous le souhaitez. Donc là, nous, on s'est basé, alors je vérifie simplement les hypothèses ici. Donc on a pris des scalaires, sous-entendu des scalaires réels. Voilà. Donc on prend n scalaires lambda 1, lambda n, tels que ces scalaires permettent de former la combinaison linéaire nulle avec les f1 jusqu'à fn. Alors 0 ici, je peux très bien l'appeler, alors c'est pas 0 de e, tout dépend, enfin si, c'est ici, e c'est l'ensemble des fonctions continues de R dans R. Donc c'est 0 de e, et on peut simplement rappeler que 0 de e, c'est l'application nulle, donc c'est l'application définie de R dans R, qui à x associe 0 de R. Encore une fois, c'est une subtilité, mais c'est une subtilité très importante en algèbre. Ayez toujours à l'esprit quelle est la nature des objets que je manipule. D'accord? Donc nous on part de ceci. Et je vous rappelle que l'objectif pour montrer que la famille est libre, c'est d'obtenir que tous les lambda i doivent être nuls. D'accord? Alors, première chose, on travaille sur une égalité d'application. Donc on peut le mettre ici. Donc ça c'est une égalité d'application. Généralement quand on travaille sur une égalité d'application, pour arriver à quelque chose, on est obligé de reparticulariser ça vis-à-vis des éléments sur lesquels vont s'appliquer f1 et fn. Alors, tout simplement, on a une égalité d'application, ce qui implique qu'on a une égalité d'image pour tous les éléments. Et c'est le sens ici de ce que je vais indiquer. Donc pour tout x appartenant à R, j'ai normalement lambda f1 plus jusqu'à lambda fn appliqué à x qui est égal à 0 de e. Ce qui se ramène tout simplement avec la somme d'applications à ceci. Et 0e de x, bah, ça devient 0 de R. Là, ici, que se passe-t-il? Maintenant, j'ai une multitude d'égalités. Si je veux même préciser, j'ai une infinité d'égalités scalaires. Les deux ici, ce sont des équivalences. Donc, à partir de là, vous pouvez travailler dessus. Alors, on prend un petit peu de place. Alors, on travaille dessus comment? Donc, je vous rappelle l'objectif initial, hein, c'est toujours d'obtenir lambda 1 jusqu'à lambda n qui sont nuls. Donc pour obtenir ce lambda 1, lambda n qui sont nuls, je vais déjà voir ce que ça donne une fois que je remplace ici par les exponentielles. Donc ça implique, ou c'est équivalent ici, mais l'implication nous suffit, qu'on a lambda 1 exponentielle de a1x plus lambda 2 exponentielle de a2x plus etc. plus lambda n exponentielle de anx qui est égal à 0 de r. Alors, au passage, je rappelle, et je peux le mettre ici, on va le laisser hein, pour bien y penser. Ceci est valable pour tout x appartenant à R. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de là? Première possibilité, on pourrait évaluer cette relation qui est valable pour tout x
en certains x particuliers. Par exemple, si on évalue en 0, on va avoir lambda 1 exponentielle de 0 plus lambda 2 exponentielle de 0, etc. jusqu'à lambda n exponentielle de 0. Si on fait ça comme ça, on va se retrouver en fait avec la somme des lambda i qui doit être égale à 0. Ça ne me suffit pas pour dire que l'une ou l'autre est nulle. Donc je pourrais très bien obtenir comme ça n, ce qu'on appelle des évaluations tout simplement. Avec n évaluations, je pourrais montrer que les lambda i sont nuls. Mais pour montrer que les lambda i sont nuls, je serais obligé de résoudre le système correspondant. C'est-à-dire de résoudre le système à n équations et n inconnus qui seraient les lambda i. Donc ça va être un petit peu laborieux si j'essaie de le faire comme ça. D'accord? On verra un petit peu plus tard que résoudre des systèmes d'équations c'est bien. On est capable de le faire, mais encore faut-il avoir les armes que vous n'avez pas pour l'instant. Donc nous, on va essayer d'utiliser ce qu'on a dit précédemment. On les a rangés, les AI, ce n'est pas pour rien. Alors ce qu'on va faire tout simplement, on va diviser ici par exponentielle de ANX. Alors je rappelle cette exponentielle de ANX, ici, il est non nul, tout va bien. Alors pourquoi? Parce que c'est une exponentielle. D'accord, l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc ici, ce qui va se passer quand je vais diviser, je vais donc avoir lambda 1 exponentielle de A1 moins AN x plus lambda 2 exponentielle de A2 moins AN x plus, etc. Ensuite, j'aurai lambda n-1 exponentielle de AN-1 moins AN x plus lambda n qui doit être égal à 0 de R. Alors à votre avis, à partir de ça, qu'est-ce que je peux faire pour en déduire, ici par exemple, directement que lambda n est nul? Alors, c'est pas le seul qui dépend pas, c'est pas le problème de dépendre de x ici. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, j'ai une égalité valable pour tout x. Alors oui, l'exponentielle ne s'annule pas. Je vais vous donner un petit indice ici. Donc typiquement, là, si je regarde un petit peu ce que j'ai, les termes qui sont devant ici, n'oubliez pas AN est plus grand que tous les autres. Donc ici c'est négatif. Ici c'est négatif. Ici c'est négatif. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup avec ces exponentielles négatives? Pour justement finalement n'avoir de dépendance que sur ce qui nous intéresse ici, lambda n. Dénominateur, je vois pas trop ce que ça veut dire. Alors n'oubliez pas, vous êtes en algèbre, mais vous pouvez faire de l'analyse. Là ici c'est de l'algèbre sur des applications. Autrement dit, on se retrouve dans des problèmes d'analyse. Tend vers 0. Alors il y a des bonnes choses, Après c'est pas relié. Donc ce qu'on va faire, ce que certains d'entre vous ont dû voir venir, c'est qu'on peut très bien prendre ici cette expression, qui est valable pour tout x, et on peut très bien faire tendre x vers plus l'infini.
Pourquoi? Parce que ceci est valable pour tout x. Donc on peut passer à la limite dans une égalité. D'accord? Si vous avez deux expressions dépendantes de x qui sont égales, bah, leurs limites sont égales, si tant est que la limite existe. Donc en faisant tendre x vers plus l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ici vous allez avoir lambda 1 fois 0, plus lambda 2 fois 0, etc. Plus lambda n moins 1 fois 0, plus lambda n qui est égal à 0 de r. Moralité, lambda n est égal à 0. D'accord? Si maintenant, imaginons, je repars de E et que, au lieu de diviser par exponentielle de an, je divise par exponentielle de an-1 x. Ben, je vais avoir la même chose. Je fais ceci. Je fais la limite quand x tend vers plus l'infini. Et j'obtiendrai lambda n-1 qui est égal à 0. Et de la même manière, je peux montrer que pour tout i, ben, tous les lambda i sont nuls. D'accord? Donc là, c'est en mode un petit peu... On pourrait faire tout simplement une récurrence, hein. Donc on arrive à la fin à ce qu'on voulait, à savoir que lambda 1 jusque lambda n sont bien nuls. Ce qui nous implique que la famille est libre. Ce qui était, je rappelle, l'objectif. Donc si je relis les grands points ici de mon raisonnement, regardez, hop, j'ai raisonné par implication et j'ai montré que si jamais j'ai une combinaison linéaire nulle de ces fonctions, nécessairement, ici, j'ai l'ensemble des lambda i qui est nul. Donc j'ai montré que la seule combinaison linéaire, c'était la combinaison linéaire trivialement nulle. Oui, c'est infinité, Bastien. Donc n'hésitez pas encore une fois à écouter. Alors des fois, ça peut passer, je peux comprendre, hein, ça, il y a beaucoup de choses à écouter, beaucoup de choses à voir, mais c'est bien important que vous ayez l'ensemble des informations. C'est comme quand vous êtes en TD. Si vous êtes que sur l'écriture et que vous n'êtes pas en train de suivre véritablement ce qui se passe au tableau, vous allez avoir quelques soucis. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc voilà typiquement comment on peut faire pour obtenir la liberté d'une famille. Alors, cette liberté des exponentielles, elle est fondamentale. C'est celle qui vous permet de faire de l'identification. Donc je vais le renoter parce que c'est très important de le comprendre. Donc typiquement, quand vous avez la liberté d'une famille de fonctions, elle vous permet de raisonner par identification, c'est-à-dire qu'une combinaison linéaire, en fait, est unique. Donc remarque, et ça c'est une remarque très importante. Hop. Donc c'est cette liberté qui permet en fait tout simplement de raisonner par identification. Si on n'avait pas la liberté, on pourrait très bien avoir deux combinaisons linéaires de fonctions avec deux formes différentes, mais qui ne sont pas uniques dans leur décomposition. Voilà. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Donc on avait un autre exercice qui portait, enfin toujours dans le même exercice, on peut faire la même chose pour le cosinus et le sinus, voir un petit peu ce que ça change. Donc ça va pas prendre très longtemps. Donc le cosinus et sinus, on est sur deux familles, enfin une famille de deux fonctions simplement.
Donc là, on a f1, qui est l'application qui a x associe cos a0x, et f2, qui a x associe sinus de a0x. Alors on en a déjà parlé en télé d'analyse, typiquement de la liberté de ces deux fonctions, mais là on va le remontrer. Voilà. Donc même principe, soit lambda 1 et lambda 2, des réels, tels que on est lambda 1 f1 plus lambda 2 f2 qui soit égal à 0 de E. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, pour tout x, pareil, encore une fois, je vais un peu plus vite, mais on passe de l'égalité ici de la combinaison linéaire nulle sur les applications à une combinaison linéaire nulle sur les images. Tout simplement parce que l'égalité des applications, c'est l'égalité des images correspondantes. Donc voilà ce qu'on a ici. D'accord? Et ça, bien évidemment, c'est de nouveau une égalité scalaire. Alors, j'insiste ici, ceci est vrai pour tout x appartenant à R. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la même chose que pour l'exercice précédent. Tout simplement, on va utiliser cette égalité pour tout x. Alors dans le cas précédent, on l'avait utilisé en passant à la limite. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplement utiliser deux valeurs particulières de x. Alors pourquoi deux? Parce qu'encore une fois, on a deux coefficients. On veut que ces deux coefficients soient nuls. Il faut et il suffit qu'on utilise deux valeurs. Alors deux valeurs bien choisies. Et c'est là où il faut comprendre que nous, on ne cherche pas à conserver cette égalité pour tout x. On le sait. Elle vient du fait que ceci soit nul. Par contre, on peut l'utiliser pour des x particuliers. Donc ne cherchez pas à la garder. Dans certains cas, vous pouvez. Et dans certains cas, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas le montrer si vous n'utilisez pas des valeurs particulières de x. Alors, par contre, il faut choisir des valeurs bien choisies. Si on choisit des valeurs quelconques, on va se retrouver avec quelques problèmes. Quelques problèmes au sens où ça ne nous aidera pas à conclure sur la liberté ici de la famille. Donc on doit trouver des valeurs idéalement choisies, telles que le cosinus s'annule sans que le sinus s'annule, et le sinus s'annule sans que le cosinus soit nul. Alors qu'est-ce que vous me proposez avec cette fonction? 0 et 1. Alors 0, oui. Alors, attention. Donc je vois, il y a des bonnes propositions ici, hein. On va voir ce que ça donne. On va déjà retenir la proposition 0. Moi, elle me va très bien. Si je prends pour x égale 0, bah, je vais avoir lambda 1 fois cosinus de 0, donc 1, plus lambda 2 fois sinus de 0 fois 0 qui est égal à 0. Donc en moralité, j'ai lambda 1 qui est égal à 0. Pas de problème. Alors arrivé là, je pourrais très bien renseigner et puis me rendre compte que j'ai lambda sinus de A0x qui est égal à 0. Mais c'est pas encore évident que lambda 2 est égal à 0. Donc j'ai vu passer du 1 et du pi sur 2. Alors 1, je rappelle, si vous évaluez un sinus ou un cosinus en 1, ça ne vous donne a priori aucune valeur particulière. Alors effectivement, pi sur 2 était une bonne idée, mais pour la fonction de base, la réponse vous a été donnée par votre camarade. Ici, on veut finalement arriver en pi sur 2 pour le cosinus et le sinus, mais en tenant compte du A0. Donc si vous prenez la même chose en pi sur 2 à 0, vous allez avoir lambda 1 fois cosinus de A0 fois pi sur 2 à 0, donc finalement, vous aurez 0. Et de la même manière, sinus de pi sur 2, une fois évalué ici, ça vous fera 1.
moralité, lambda 2 est égal à 0. Donc finalement, on a bien lambda 1 égale lambda 2 est égal à 0. Donc ce que j'ai fait ici, c'est la même chose que précédemment. Je suis parti de l'hypothèse d'une combinaison linéaire nulle pour montrer que nécessairement, ça m'amenait à des coefficients nuls. D'accord? Donc tout ça, encore une fois, c'est pour bien comprendre ce raisonnement de liberté et ce que ça nous amène aussi comme possibilité quand on travaille, par exemple, en analyse. C'est bon pour tout le monde? Alors s'il n'y a pas de questions particulières, je laisse poser les questions éventuelles. On va passer donc à la suite, à savoir l'exercice 6. Donc l'exercice 6, ça ressemble à ce qu'on a pu faire sur les sous-espaces vectoriels. La différence fondamentale, en fait, c'est qu'ici, on va être capable directement d'exprimer ça comme des sous-espaces vectoriels engendrés par d'autres choses. Et de voir du coup quelle est la dimension et la base éventuelle. Alors, si on prend moins pi sur 4, alors les lambdas ne sont pas égaux à 0. Alors attention, si on prend moins pi sur 4, si on prenait par exemple ici plus précisément moins pi sur 4 à 0, on aurait quoi? On aurait à ce moment-là que lambda 1 est égal à lambda 2. Ce qui est une information en soi, hein. Et ensuite, il faudrait utiliser le fait qu'on ait déjà trouvé par exemple un des deux qui est nul. D'accord? Donc il n'y a pas une seule valeur qui convienne, hein. Vous pouvez même prendre deux valeurs quelconques, tant qu'elles vous amènent sur quelque chose que vous savez être non nul, et ensuite vous résolvez le système de deux. Donc de deux équations à deux inconnus. Pourquoi on prend pi sur 2 à 0 et pas juste pi sur 2? Bah, Alex, on a un peu répondu à la question. C'est-à-dire que si on prend seulement pi sur 2, on va se retrouver avec cosinus de A0 fois pi sur 2, ou sinus de A0 fois pi sur 2. Or, imagine A0 c'est 0,1. 0,1 fois pi sur 2, ça n'a jamais été une valeur particulière qui annule ou pas un cosinus ou un sinus. Donc attention à ça. Le cosinus s'annule en pi sur 2, mais le cosinus de A0x, pour que A0x soit égal à pi sur 2, il faut prendre donc pi sur 2A0. Voilà. Allez, passons donc à un autre exercice. Hop. Donc on va changer de feuille. Donc l'exercice sur le verso maintenant, on passe. Donc on est sur l'exercice numéro 6, si je ne me trompe pas. Donc cet exercice 6, encore une fois, le but c'est qu'on part ici donc de choses qui sont des ensembles, jusqu'à preuve du contraire, et on se pose la question de savoir si ces ensembles sont des espaces vectoriels, mais ça ne nous suffit plus maintenant. On va être capable de ce qu'on appelle les caractériser. Donc les caractériser, c'est être capable justement de trouver leur dimension, s'ils sont de dimension finie, et une base. Parce qu'encore une fois, être constitué d'une infinité d'éléments, c'est pas suffisant, qualitativement. Il faut être capable de savoir finalement comment on peut les retrouver. Alors si vous voulez en être convaincu, encore une fois, c'est comme si vous étiez en géométrie et que vous me dites j'ai une droite ou un plan, et puis c'est tout. Là ici, ça ne nous suffira pas. Donc on va partir ici donc de cet ensemble. Donc cet ensemble, première remarque, c'est une partie de E qui est égale à R3. D'accord? Il est constitué d'éléments de R3. Et ces éléments, la question principale qui va se poser, c'est est-ce que ces éléments forment un sous-espace vectoriel ou non? Alors,
Si on va par là, on pourrait très bien dérouler la méthode habituelle, celle qu'on a faite précédemment, qui était de voir est-ce qu'on vérifie les axiomes, enfin la caractérisation du sous-espace. Donc est-ce que toute combinaison linéaire de ce sous-espace est encore dedans? D'accord? Donc on peut quand même le faire pour la première fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là, ça va nous donner quand même l'occasion de nous poser quelques questions sur la notation. Ici, les éléments de F1 sont des triplets de valeurs. Donc par rapport aux définitions qu'on prend habituellement, ce ne sont pas x, y, z qui sont quelconques, c'est un élément de R3 qui a des composantes x, y, z. Donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est on va prendre u, x, y, z, et on va prendre v, x', y', z'. Donc ça appartient à R3. Alors on va même plus qu'appartenir à R3, on va les faire appartenir à F1. D'accord? Et je vous rappelle, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, on va prendre ici deux scalaires. Alors on est dans K égale R, donc on va prendre lambda et mu de réel. La question qui se pose, tout simplement, c'est est-ce que lambda U plus mu V appartient à F1 ou non? C'est ça la question fondamentale pour savoir si c'est un sous-espace vectoriel. C'est la caractérisation du sous-espace vectoriel. Alors pour ce faire, tout simplement, il faut se ramener à ce qu'on connaît. Donc à quel moment est-ce qu'on va avoir lambda U plus mu V qui peuvent appartenir, à condition que les composantes de lambda U plus mu V vérifient cette équation? Alors pour ce faire, tout simplement, on va écrire ce que sont les composantes ici de lambda U plus mu V. Donc c'est pas très compliqué. Quand on additionne des vecteurs ou qu'on les multiplie par des scalaires, tout simplement on additionne leurs composantes. Donc on a ceci. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est que ici, finalement, si vous regardez bien, ça c'est comme si vous aviez un x seconde. Ici vous avez un y seconde. Et ici vous avez un z seconde. Donc nous on va tester cette égalité ici, celle-ci là, qui caractérise l'appartenance ou non à f. On va la tester tout simplement avec x seconde, y seconde, z seconde. Donc x seconde plus 2y seconde moins z seconde, ça va être égal à quoi? Ça va être égal donc, une fois que je vais remanier les choses, donc là je fais un petit raccourci, hein. Quand je vais rassembler tous les éléments, je vais avoir lambda x plus 2y moins z, plus mu fois x seconde plus 2y x', pardon, plus 2y' moins z'. Et pourquoi est-ce qu'on s'en sort ici? Parce que ceci et cela sont nuls. Alors ceci parce que U appartient à F1, et ceci est 0, car V appartient à F2. Moralité, l'ensemble est égal à 0. Ce qui veut dire que lambda U plus mu V appartient à F1. Et ça veut dire que F1 est stable par combinaison linéaire. Si F1 est stable par combinaison linéaire, et que c'est une partie d'un espace vectoriel, ça veut dire que F1 est un sous-espace vectoriel. D'accord? Donc voilà la réponse à ma question. Alors le problème, c'est qu'avec cette méthode-là, j'ai ni la dimension, ni une base. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, quand on est capable de trouver directement les deux, on va appliquer donc la deuxième méthode. Cette deuxième méthode, elle s'appuie tout simplement sur
le fait d'écrire autrement mon ensemble. Alors Tommy, encore une fois, c'est quelque chose de classique dont j'ai déjà parlé dans le cours, mais le fait que 0 appartienne au sous-espace, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. D'accord? Voilà. Donc cette condition suffisante, vous pouvez l'utiliser pour vérifier que potentiellement vous avez un espace vectoriel, mais ça vous suffit pas. Donc c'est pas ça fait pas partie de la caractérisation du sous-espace. Parce que si vous montrez que 0 est dedans, bon très bien, mais ça vous montre pas qu'il est stable. Si par contre vous montrez qu'il est stable, vous montrez que 0 en particulier est dedans. Parce qu'une des combinaisons linéaires classiques, bah, c'est la combinaison linéaire nulle. Voilà. Alors la deuxième méthode, encore une fois, c'est tout simplement de remanier cet ensemble. Alors pour remanier cet ensemble, avec l'habitude, on doit bien se rendre compte de ce qu'on a en face de nous. Sinon, il s'agit simplement de travailler dessus. Si vous regardez bien ici, vous connaissez la dimension en fait de cet espace-là, avec l'habitude, mais on va la retrouver. Vous l'avez déjà rencontré, cet espace-là, parce qu'en fait, vous avez déjà fait tout simplement de l'algèbre sans vous en rendre compte. Donc F1, c'est l'ensemble des x, y, z tels que x. Donc une autre manière de réécrire les choses, c'est tel que, allez, je vais l'écrire avec z, tel que z soit égal à x plus 2y. Là, pour l'instant, j'ai rien changé, hein, pour ainsi dire. Donc je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Alors, il se trouve que ceci, si je regarde bien, à partir du moment où z doit être égal à x plus 2y, je n'ai pas la liberté de fixer x, y, z comme je veux. Sous cette forme-là, notamment, je peux fixer x comme je veux, y comme je veux, et z sera résultant. Donc une autre manière d'écrire les choses, c'est l'ensemble des x, y, x plus 2y, quand x et y sont quelconques dans R. Alors je vous laisse prendre connaissance de cette écriture. Encore une fois, elle est assez naturelle, mais il est fondamental que vous adhériez au passage de l'une à l'autre. C'est bon pour tout le monde? Donc si on regarde bien, c'est l'ensemble des x, y, x plus 2y, tout simplement des z qui doivent s'écrire x plus 2y, donc avec ces deux nombres ici, qui sont quelconques. Alors on peut faire encore mieux, parce que typiquement à ce moment-là, si on regarde bien, c'est l'ensemble des x fois 1, 0, 1, plus y fois 0, 1, 2, quand x et y sont des réels. Donc pareil, hein, je vous laisse en prendre connaissance. Je n'ai fait simplement que décomposer ici ce vecteur de 3 composantes. D'accord? Si vous partez de cette écriture-là pour arriver à celle-ci, vous avez strictement la même chose. Alors pourquoi cette écriture est plus intéressante? Elle correspond à quoi cette écriture en fait? Dites-moi. Alors, ça doit être assez naturel hein, sous cette forme-là.
Alors pour l'instant, la dimension, c'est pas sûr. Si on avait éventuellement beaucoup de vecteurs différents, ça ne serait pas gagné. On a surtout autre chose qui est indiqué directement. Ce qu'on a écrit, c'est ici que cet ensemble est constitué des combinaisons linéaires, x, y étant quelconque, de deux vecteurs. D'accord? Attendez, n'allez pas trop vite, ça sert à rien d'aller trop vite. Si vous n'avez pas la dimension, vous n'avez pas encore la base. D'accord? C'est pas un jeu où on lance certains termes qui sont nouveaux. Ici, la première chose à remarquer, c'est que cet ensemble, c'est donc un ensemble de combinaisons linéaires de quelque chose. C'est donc le sous-espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. Donc ça nous donne directement que F1 est bien un espace vectoriel, qui était la première question qu'on se posait. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de la dimension et d'une base. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on est tombé sur une famille génératrice. Donc c'est une famille génératrice de F1. Pour l'instant, ce n'est pas a priori une base. Encore une fois, n'oubliez pas l'équivalence entre une base, une famille génératrice et une famille libre. C'est uniquement si on a égalité du nombre de vecteurs que l'on cherche avec la dimension que l'on connaît. Ici, on ne connaît pas la dimension, mais on sait déjà qu'elle est génératrice. Donc si on parle en termes de dimension, ça implique une chose, ça implique que la dimension ici de F1, bah, c'est O plus 2. D'accord? Ça ne peut pas être plus de 2. Parce que si on engendre déjà F1 avec deux vecteurs, au mieux c'est 2, au pire ça peut être que 1. Alors pourquoi ça pourrait être que 1? Parce que typiquement je pourrais très bien ici avoir des vecteurs qui ne sont pas, encore une fois, indépendants. Donc il me reste à montrer la liberté. Mais, je vais le dire ici, cette famille est libre. Alors je vais me permettre de ne pas faire la démonstration en ligne, pourquoi? Parce qu'on en a parlé dans le TD précédent sur la manière de montrer la liberté. Donc je vais juste me permettre de vous laisser la démonstration. Mais il faut le montrer, hein. C'est important. La démonstration ne pose pas de problème, ça ne nous apporte rien en termes de méthodologie. Donc encore une fois, je vais vous laisser faire. Donc cette famille est libre et génératrice. Donc, bah, tout simplement, c'est une base. C'est une base de F1. Et c'est une base de F1 à deux vecteurs, ce qui nous amène à la dimension de F1 qui est égale au cardinal, c'est-à-dire au nombre de vecteurs dans la base, qui est donc égal à 2. D'accord? Donc notre base, on l'a ici, c'est celle-ci. Donc imaginons qu'on l'appelle B. Cette famille, bah, tout simplement, encore une fois, ceci, je rappelle, c'est le cardinal de B. D'accord? N'oubliez pas, ne confondez pas dimension d'un espace et cardinal de la famille. La dimension de la famille, ça n'a pas de sens, et le cardinal de l'espace, ça a un sens, mais en l'occurrence, ce cardinal est infini, sauf dans le cas
du singleton 0. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc encore une fois, on est ici sur des méthodologies très importantes. Ce sont des méthodologies de base quand on veut montrer les choses sur des sous-espaces. Alors, passons au petit 2. Alors le petit 2, si vous reprenez votre exercice, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a ici F2 qui est de la forme XYZ appartenant à R3. Et ce coup-ci, c'est X plus 2Y moins Z qui est égal à 1. Alors qu'est-ce que vous pensez donc de cet espace? Qu'est-ce qui va changer? Personne? Bah, normalement, si vous avez cherché l'exercice que je vous ai demandé, vous avez dû vous poser la question. Alors Angela, dis-nous pourquoi. Alors, combinaison linéaire nulle avec des coefs non nuls. Alors ici, le problème n'est pas tant la combinaison linéaire, parce que si on va par là, en fait, si on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble au précédent. Donc si je vais même un peu vite, je peux montrer que l'ensemble des éléments ici de F2, si je passe encore une fois Z de l'autre côté, j'ai un moins 1 qui apparaît ici. Donc c'est l'ensemble des X, Y, Z appartenant à R3, tel que Z soit égal à X plus 2Y moins 1. Donc si je veux mettre ça sous une forme un petit peu réduite, je me rends compte, alors encore une fois je vais un peu vite, hein, mais ça se fait très bien, je me rends compte que je peux écrire ça sous cette forme-là. Donc si vous regardez bien, la différence fondamentale en fait, c'est ceci, ce qui est apparu là. Alors ce qui est apparu là, sous cette forme-là, c'est pas un, finalement, c'est pas un problème en soi pour plus tard, mais c'est un problème si on se place dans les espaces vectoriels. On a cette partie-là ici, si on regarde bien, cette partie-là. Finalement, ça correspond globalement à F1. Donc ça, c'est, encore une fois, c'est stable par combinaison linéaire. Mais ça ici, ça ne l'est pas. Donc pour se rendre compte un petit peu de ce que ça peut être, ici vous avez bien deux vecteurs qui sont indépendants, d'accord? Le problème, ce n'est pas ça, c'est qu'on on ne passe pas en fait par l'origine, d'accord? Donc une manière très simple de le voir, c'est que si vous prenez 0 de E, qui est égal à 0, 0, 0, il n'appartient pas à F2. Et rien que ceci vous autorise à dire que F2 n'est pas
un espace vectoriel. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une structure quand même intéressante parce que certes ce n'est pas un espace vectoriel, mais il y a quand même une partie de cet ensemble qui est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire on part d'un élément de R3 et on se déplace finalement selon un certain nombre de fois un vecteur et un autre. Ça va être ce qu'on appelle un espace affine. Donc je vais juste le mettre en note ici, nota bene. Donc vous verrez un petit peu plus tard ce que ça peut donner. Ceci, c'est ce qu'on appelle un espace affine. Alors un espace affine, c'est quoi? Bah, c'est un espace vectoriel décalé en fait d'un vecteur, tout simplement. Donc une autre manière de le voir, c'est si vous prenez l'ensemble des éléments et que vous soustrayez un vecteur, vous arrivez à tomber sur une structure d'espace vectoriel. D'accord? Alors, une autre remarque par rapport à ce qu'on se dit habituellement, si on reprend l'entité précédente qu'on avait trouvée, ça, non seulement on a la dimension ici, mais si vous regardez bien en fait au-dessus, ici vous avez obtenu en fait que F1 en fait c'est un plan. C'est même ce qu'on appelle un hyperplan. Alors vous retomberez sur cette notion d'hyperplan l'année prochaine. Disons que c'est la généralisation d'un plan à des dimensions supérieures. D'accord? Et ici, bah, finalement, si vous regardez bien, bah, vous avez F2 qui est un plan parallèle à F1. D'accord? Et ça doit vous rappeler des choses au niveau de la géométrie. Donc ici, ce F2, c'est comme le plan, c'est comme si on partait du plan F1 et on le décalait en fait d'un point. Donc ici, si on va par là, c'est ce premier hyperplan, ce plan, il passe nécessairement par 0. 0 étant ici l'origine. Donc essayez d'avoir des analogies comme ça sur des choses que vous connaissez. Ça sera d'autant plus facile d'avoir du coup des références qui vous permettent de traiter correctement les choses. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant qu'on passe à la suite? Tout est clair? Bon bah écoutez, si c'est clair, on va avancer, hein. Donc si jamais vous avez des questions a posteriori, j'insiste, hein, quitte à rabâcher, quitte à me répéter, posez vos questions. Que ça soit à la fin d'un cours, que ce soit pendant le cours, pendant le TD, au sein du forum, posez vos questions. Allez, on va passer à l'exercice. Alors non pas l'exercice suivant. Alors le F3, on va le faire rapidement. Donc le F3, contrairement aux apparences, c'est pas très compliqué du tout. Et on peut le traiter d'une manière extrêmement efficace. Donc si on reprend ici F3, vous avez un ensemble en fait un petit peu particulier. Vous avez un ensemble où vous avez ici deux équations qui doivent être vérifiées. Alors si on regarde un petit peu ce que ça peut donner, ces deux équations, on peut très bien écrire que l'ensemble en question, donc c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, tel qu'on est ici ce x plus 2y, enfin x moins y plus z qui est égal à 0.
et quelque chose. Donc une autre manière d'écrire les choses, c'est ceci. Alors ça va répondre directement, notamment à une de nos questions. Sous cette forme-là, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, regardez maintenant, imaginons que j'appelle ceci, on va l'appeler G1, et ceci G2. Si vous regardez la forme de G1 et G2, on est sur des choses équivalentes à F1, en termes de phénoménologie. Alors bien évidemment, on aura des paramètres différents. Mais on a des choses semblables. D'accord? Attention, hein, la similitude, c'est pas quelque chose d'aussi évident que ça. Donc G1 et G2 sont des sous-espaces vectoriels. Et là, je vous renvoie au petit a avec F1. Donc, qu'est-ce que je peux dire de F3? Tout à fait. D'accord? C'est important encore une fois que vous arriviez à mobiliser les connaissances du cours, notamment dans un certain cas simple, comme ici, pour gagner du temps et pour pouvoir valider ce que vous voulez. Donc F3 est bien un sous-espace vectoriel par intersection. D'accord? Ça fait partie du cours où vous savez qu'une intersection d'espace vectoriel est encore un espace vectoriel. Donc ça répond à une partie de votre question. D'accord? Alors, on n'a pas la base et la dimension sous cette forme-là. Alors, on n'a pas parlé de ce que faisait l'intersection sur la dimension, mais on peut s'en douter. Pourquoi? Parce que quand vous prenez la dimension et quand vous prenez l'intersection va réduire le nombre d'éléments. Vous allez partir de deux ensembles distincts et vous allez arriver sur un ensemble qui contient moins d'éléments. Alors, quand je dis moins d'éléments, moins de diversité. Si on prend deux sous-espaces vectoriels, ils ont une infinité d'éléments, on fait une intersection, parfois il y aura une infinité, parfois il n'y aura plus qu'un seul élément. S'il y a encore une infinité d'éléments, ça ne veut pas dire qu'elle est caractérisée de la même manière. Alors si on veut maintenant faire apparaître tout de même le caractère, tout simplement on va repartir sur la méthodologie de F1, et on va faire apparaître ici les éléments caractéristiques en fait de cette intersection. Alors pour faire apparaître, pour le coup on revient ici au 2. Donc là, la première méthode nous permet de voir assez facilement que c'est un espace vectoriel. Pour la deuxième méthode, je vais me rendre compte ici que faire l'intersection des deux, ça va nécessiter en fait d'avoir une relation forte entre x, y et z. Alors quelle est-elle? Tout simplement, on va s'en rendre compte assez facilement en essayant d'exprimer les uns en fonction des autres. Par exemple, si je prends ici, alors on va prendre y, d'après ma première équation, ici ma première nécessité, j'ai y qui est égal à x plus z. D'accord? Mais ici, d'après la deuxième, j'ai z qui est égal à 2x moins y. Donc ça, si vous mettez ici des petites couleurs, ceci vous donne cela. Et ici, ceci vous donne cela. Alors une autre manière d'écrire les choses, c'est de dire que c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3. Quand on a donc y qui est égal à x plus z, on va voir ce que ça donne, et z
qui va être égal à quoi? Qui va être égal à 2x moins y. Donc 2x moins y, c'est 2x moins x moins z. Donc, si on reprend ceci, c'est l'ensemble ici, donc on reprend la deuxième. Si vous regardez bien, vous avez z qui doit être égal à 2x moins z. Autrement dit, vous avez ici 2z qui doivent être égales à x. D'accord? Donc vous avez z qui est égal à 1 demi de x. Mais si z est égal à 1 demi de x, ça veut dire que y est égal à 3 demi de x. Une autre manière d'écrire les choses ici, à la manière de ce qu'on a fait au début, vous vous rendez compte qu'en fait, vous ne pouvez pas choisir x, y, z comme vous voulez. Vous pouvez très bien choisir x par exemple, mais si vous choisissez x, y sera entièrement déterminé par x, idem pour z. Donc une autre manière d'écrire les choses, c'est ici x, 3 demi de x et 1 demi de x, quand x appartient à R. Alors du coup, est-ce que ceci est un espace vectoriel ou non? Alors logiquement, la réponse est quasiment évidente arrivée ici. Si vous n'en êtes pas convaincu, on peut refaire une ligne de calcul et écrire que ceci, c'est l'ensemble des x fois 1, 3 demi et 1 demi, quand x appartient à R. Donc sous cette forme-là, on a ici finalement un sous-espace vectoriel engendré par, si vous regardez bien, un seul vecteur. Alors ça nous apporte deux informations. Ce vecteur étant non nul, nécessairement, on sait qu'il est libre avec lui-même. Donc on a à la fois la dimension de f3 qui est égale à 1. Bien évidemment, ici f3 est donc un sous-espace vectoriel, mais on l'avait déjà dit précédemment. La dimension de f3 est 1 et tout simplement le vecteur 1, 3 demi, 1 demi forme à lui tout seul une base de f3. Et quand la dimension de f3 est égale à 1, c'est ce qu'on appelle une droite vectorielle. Alors cette droite vectorielle qui est un terme algébrique, si vous regardez bien, vous rapportez à ce que vous savez sur la géométrie, cette droite vectorielle, c'est ici une droite, en l'occurrence. D'accord? C'est une droite au sens géométrique. Alors attention, la notion d'hyperplan, qui est une notion algébrique, ne se rapporte pas toujours à un plan géométrique. Donc j'en ai pas parlé, mais un hyperplan dans l'espace, c'est un plan. Qu'est-ce qu'un hyperplan dans le plan, à votre avis? Si vous essayez de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on a pu se dire en géométrie, notamment les analogies à faire et les choses auxquelles il faut faire attention. Je vais juste se mettre en note ici. Vous le garderez en tête quelque part comme ça.
Donc une petite note ici, c'est que si vous prenez une droite, vous prenez une droite de l'espace, alors, on va le dire autrement. Parce que là, une droite, ce sera toujours une droite vectorielle. C'est pas ça le problème, c'est si vous prenez un plan, bah, un plan, c'est un hyperplan de l'espace. Donc c'est un hyperplan de R3. Si on prend maintenant un hyperplan de R2, bah, le rôle en fait d'un plan est joué par une droite. Alors il se trouve qu'une droite est aussi dans ces cas-là une droite vectorielle. Mais si on regarde c'est quoi le lien un peu entre les deux, bah, c'est ce qu'on a déjà rencontré. Si on a déjà rencontré le fait que finalement une droite et un plan partageaient un certain nombre de choses. Donc dans un certain cas, il faut les rapprocher les uns des autres, dans l'obtention notamment des équations, et dans d'autres cas, il faut faire très attention. Parce qu'on est encore une fois dans l'espace et dans le plan, il y a des choses communes, et il y a des choses qui se comportent différemment. C'est bon pour tout le monde? Alors, il nous reste normalement l'espace F4. Alors l'espace F4, je vais laisser vous le chercher chez vous, d'accord? On ne va pas le corriger ici, il n'y a pas de correction très compliquée à faire. Donc on a à dérouler un certain nombre de méthodes. Alors simplement, pour vous guider, faut plus précisément pour que vous sachiez ce qu'il en est-ce que ici on va avoir un espace vectoriel ou non à votre avis? Alors, effectivement, ici on va avoir un espace vectoriel. D'accord? Donc je vous laisserai déterminer. Alors ce qui va être important ici, encore une fois, c'est de non seulement savoir que vous avez un espace vectoriel, mais de pouvoir caractériser sa dimension et sa base. D'accord? Donc moi je vais vous donner une part de la réponse. Donc c'est un sous-espace vectoriel. La dimension ici de F4, ça est tout simplement égal à 1. Vous verrez pourquoi, et à vous de trouver. Et vous avez bien évidemment la base à trouver. Donc ça, je vous laisse le chercher. Donc l'exercice n'est pas très compliqué. Il s'agit de refaire ce qu'on a fait, de montrer qu'on a bien un sous-espace vectoriel. Simplement, attention, cette base ici, c'est une base de polynôme. D'accord? J'insiste, hein. À force, vous travaillez parfois par facilité, et on verra pourquoi est-ce qu'il y a une facilité à travailler avec des coordonnées. Mais ici, on est bien sur un espace qui manipule des polynômes. Donc cette base, ce sont des polynômes à trouver. Alors là, en l'occurrence, si vous dites que la dimension c'est 1, vous aurez un vecteur de polynômes à trouver. Ce que je vous donne ici, ne partez pas de cette connaissance préalable pour chercher l'exercice. C'est encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas cherché, c'est juste une indication pour que vous puissiez vérifier les choses. Voilà. Donc je vous laisse chercher chez vous quand même une partie de ces exercices. Normalement, vous devez tous les chercher au préalable pour certains, a posteriori pour d'autres. Mais j'insiste, il est important de le faire. D'accord? Et imaginons que vous ayez cherché dans un premier temps avant le TD, que vous n'ayez pas trouvé, ce qui est tout à fait possible, hein. Encore une fois, chercher ne veut pas dire qu'il y a une exigence de trouver quelque chose. Vous devez à ce moment-là retravailler le TD chez vous. C'est très important.
Allez, on va passer à l'exercice 7 qui est assez, qui nous laisse, qui va nous laisser pas mal de travail, on va dire, donc il nous occupera notamment pendant une partie de la prochaine séance. Et encore une fois, je vous demanderai de le chercher, d'accord? Donc notez-le tous, hein, bien évidemment. Les exercices de la suite de la feuille sont à chercher pour la prochaine fois, d'accord? Chercher au maximum, c'est-à-dire se dire, je suis content de mon travail de recherche, parce que soit j'ai trouvé des choses, soit j'ai tout trouvé éventuellement, soit dans tous les cas, j'ai tenté de mettre en place des raisonnements. Donc l'idéal étant de vérifier effectivement de tendre vers j'ai cherché et j'ai trouvé. Mais même si vous ne trouvez pas, encore une fois, cette phase de recherche, elle est fondamentale. Allez, hop. Donc, nous en étions arrivés à l'exercice numéro 7. Donc cet exercice numéro 7, ici, porte donc sur des applications. Donc vous avez un certain nombre d'applications et la question c'est de savoir, est-ce que cette application est une application linéaire? Oui, non. Et si c'est une application linéaire, on doit caractériser son noyau, son image, avec à chaque fois une dimension et une base. D'accord? Donc on va faire tout un tas de choses dans une même question. Alors petite remarque, ne confondez pas l'application linéaire et le sous-espace vectoriel. Dans les deux cas, il y a une notion de stabilité. Dans un cas, pour un sous-espace, c'est une stabilité de l'espace lui-même, par combinaison linéaire. Dans l'autre cas, c'est un morphisme d'espace vectoriel, donc un morphisme de combinaison linéaire. Donc on va commencer par le petit 1. Hop. Donc vous partez ici d'une application F qui va de R3 dans R. D'accord? Et qui a un élément de R3. Alors j'insiste, ceci n'est qu'un élément de R3. Va associer ici un scalaire. Donc, il y a plusieurs questions encore une fois dans cet exercice. Est-ce que je suis en présence ou non d'une application linéaire? Et est-ce que derrière, je suis capable de caractériser des espaces particuliers que sont le noyau et l'image? D'accord? Alors, on va poser donc plusieurs questions. Première question, c'est est-ce que F appartient à l'ensemble des applications linéaires de R3 dans R? Pour répondre à ces questions, il n'y a pas énormément de façons de faire, hein. Il faut tout simplement revenir à la définition. Donc pour revenir à la définition, il faut prendre deux éléments ici quelconques de l'espace de départ, deux éléments quelconques, donc deux scalaires du corps, et voir si ici on a entre guillemets une stabilité, mais plus précisément un morphisme. Donc est-ce que l'image de la combinaison linéaire est égale à la combinaison linéaire des images? Donc on va prendre ici U qui est x, y, z, et V qui est x', y', z'. Et ces éléments, on va les prendre appartenant à l'espace de départ qui est R3. Dans le même temps, on va prendre aussi lambda et mu des réels. D'accord? La question qui se pose, c'est que vaut f de lambda u plus mu v? Et est-ce que ce f de lambda u plus mu v est bien égal à lambda f de u plus mu f de v? C'est bien ça la question fondamentale ici qui va se poser. Pour ce faire, encore une fois, vous allez utiliser ce que vous avez ici. Alors pour utiliser ce que vous avez ici, ça s'applique une fois qu'on connaît les composantes.
de lambda u plus mu v. Donc, dans un premier temps, je vais tout simplement écrire ce que sont les composantes de lambda u plus mu v. Donc ça va rejoindre ce qu'on a déjà fait, mais attention, ce n'est pas la même chose. C'est simplement qu'on manipule des choses qui ont un lien. Donc, que vous creuserez d'ailleurs l'année prochaine. Donc ici, si on prend les composantes de lambda u plus mu v, les composantes, c'est lambda x plus mu x' en première composante, lambda y plus mu y', etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, ici, ceci va jouer le rôle de x, quand je vais calculer son image. Ceci va jouer le rôle de y, et ceci va jouer le rôle de z. C'est juste un jeu, encore une fois, de remplacement. Une fois que vous avez compris comment fonctionne une application, normalement ça pose pas de souci. Donc je vais prendre ici, ça va être 3 lambda x plus mu x', moins lambda y plus mu y', plus 2 lambda z plus mu z'. Alors sous cette forme-là, je peux pas en dire grand-chose. Je sais quand même ce que je veux obtenir, et il se trouve que ça va s'obtenir très facilement. Je vais développer toute cette expression et je vais rassembler en factorisant par lambda. Je me rends compte que je vais avoir lambda facteur de 3x moins y plus 2z. Oups. Voilà. Plus mu fois 3x' moins y' plus 2z'. Et qu'est-ce que cette quantité ici? Ce 3x moins y plus 2z, c'est tout simplement f de u. Et ici, pour le deuxième, c'est f de v. Moralité, j'ai bien montré que la combinaison linéaire des images, donc je rappelle, ceci c'est l'image de la combinaison linéaire, et cette image de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. D'accord? Et à partir du moment où vous montrez que c'est vrai pour tout u, pour tout v, pour tout lambda et mu, vous montrez ici que f est bien une application linéaire. D'accord pour tout le monde? Donc cette application linéaire, maintenant, je vais devoir caractériser un certain nombre de choses, à savoir son noyau et sa base. Enfin, son noyau. Son noyau, je vais devoir caractériser sa dimension et une base. Donc on sait que le noyau est un sous-espace vectoriel, de même que l'image. Donc la question est plus de savoir si ces espaces particuliers vont être des sous-espaces vectoriels, on le sait. Donc la première chose à faire, ici, maintenant, c'est de calculer le noyau. Alors le noyau, on revient à la définition. Le noyau, c'est l'ensemble ici des U appartenant à R3. Alors ces U, je rappelle, ils s'écrivent X, Y, Z, tel que l'image par U, par F, pardon, soit égale à 0 de R3. Enfin 0 de R. D'accord? Donc ici, on cherche les antécédents du 0 de l'espace d'arrivée. Donc une autre manière d'écrire les choses ici, c'est donc l'ensemble des x, y, z, tel que on est 3x moins y plus 2z qui soit égal à 0. Je n'ai fait que remplacer ici.
Alors, à quoi ça vous fait penser, l'expression de ce noyau? Alors, pendant que vous réfléchissez, ici une autre petite remarque, c'est que f est ici égal à r, l'espace d'arrivée. Donc cette application linéaire, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. Donc la forme, c'est lié au fait qu'on atterrisse ici dans R. Voilà, donc c'est une application linéaire, mais on lui donne un petit nom particulier quand elle atterrit dans le corps des scalaires. Alors, l'expression ici du noyau, bah, ça doit vous rappeler ce qu'on vient de faire dans l'exercice précédent. Exactement, Ibrahim. D'accord? Si vous regardez bien, en dehors des coefficients qu'on a obtenus, on est très exactement sur ce qu'on a pu rencontrer dans le petit 1 de l'exercice, donc pour F1, et également pour F3. Donc, on peut très facilement, du coup, exprimer une base. On va faire la même chose. On va faire la même chose et on va dire qu'en fait, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3. Alors, il y a plusieurs manières de l'exprimer, hein, mais par exemple, on peut dire tel que y soit égal à 3x plus 2z. Et ceci, si je vais un petit peu vite, hein, je remplace y par 3x plus 2z et je fais apparaître en fait une combinaison linéaire. Cette combinaison linéaire, donc on a de nouveau un vecte de quelque chose. Ce vecte de quelque chose, c'est un vecte de deux vecteurs, ici, d'accord? Donc si j'appelle ça, admettons, je peux appeler ça ici, lui je vais l'appeler W1 et lui W2. Donc j'ai ici tout simplement l'expression, c'est un Z. Alors je sais que les Y et les Z peuvent se ressembler, hein, je suis désolé. Mais ici, vous regardez, ils ne remontent pas. Donc ici, on a un Y, et ici, on a bien un Z. Donc ça, c'est donc vecte de W1, W2. Ce vecte ici, donc c'est le vecte de deux vecteurs, ces deux vecteurs sont naturellement libres. Pareil, je vous renvoie éventuellement au fait de le démontrer. Donc moralité ici, ça nous dit que on a W1, W2 est une base du noyau de F. Et de plus, on a tout simplement ici la dimension de quart de F qui est égale à 2. D'accord? Alors, avant de se quitter, il nous reste à parler de l'image de F. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici de l'image de F? Donc, l'image de F, si je reprends la définition, c'est l'ensemble de ce qu'on peut obtenir quand on parcourt E tout entier. Donc, c'est l'ensemble ici, quand on regarde la forme que prend notre application, c'est l'ensemble des 3x moins y plus 2z quand vous parcourez x, y et z comme vous voulez. D'accord? Alors la question c'est comment caractériser cet ensemble?
Alors en temps normal, c'est pas si évident que ça, hein, d'accord? Donc comme c'est pas si évident que ça, on va se servir quand même de quelque chose que l'on connaît. Quelque chose que l'on connaît, c'est le théorème d'Urand, d'accord? Ce théorème d'Urand, je vous le rappelle ici, la dimension de E est égale à la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Or, quelle est la dimension de E ici? La dimension de E, c'est la dimension de R3. Donc ça, normalement, c'est pareil, c'est dans votre cours. C'est 3, d'accord? C'est un espace vectoriel de la forme K puissance n avec K un corps. Donc la dimension de E, c'est 3. La dimension du noyau, c'est 2. Moralité, quelle est la dimension ici de l'image? Bah, c'est égal à 3 moins 2, c'est égal à 1. Du coup, à quoi peut être égale cette image de F? Tout à fait. Tout à fait, c'est égal à R tout entier. Alors pourquoi? Une manière très simple de le montrer, maintenant qu'on a utilisé ceci, la dimension de l'image est égale à 1 qui est aussi la dimension de R, comme R espace vectoriel, donc c'est la dimension de notre espace d'arrivée. Or, vous avez aussi image de F qui est inclus dans R. Pourquoi est-ce que c'est inclus dans R? Parce que c'est un sous-espace de l'espace d'arrivée. D'accord? Ici, on a une inclusion et une égalité de dimension pour deux espaces vectoriels. Ça implique donc que l'image de F est égale à R. Donc je rappelle, hein, ici c'est bien l'espace d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut donc en conclure sur notre application? Et on se quittera là-dessus. Alors Thomas, non, image de F n'est pas tout le temps égale à ensemble d'arrivée. D'accord? Pas du tout. Quand c'est égal, ça nous apporte quelque chose. Alors, d'ailleurs, on en a déjà parlé dans les espaces de dimension quelconque. Donc c'est pareil, c'est là où c'est important, encore une fois, de rester connecté par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Ça nous apporte ici une information supplémentaire qui est que quand on a l'image d'une application qui est égale à l'espace d'arrivée, on a F qui est surjective. D'accord? Alors de la même manière, je vais me permettre de remonter un petit peu pour répondre totalement à la question. Ici, on avait le noyau de F. Ce noyau de F, si on se pose la question de l'injectivité, le noyau de F est différent ici du 0 de E, donc F n'est pas injective. D'accord? Donc on a ici, on est en présence d'une application qui est surjective sans être injective. D'accord? F est sur J. Ah d'accord, sur J comme surjective, oui tout à fait. Donc ici on a F qui est surjective, mais F n'est pas injective. Donc on verra que dans certains cas on peut avoir une équivalence entre les deux,
Mais ici, dans le cas présent, dimension de E et dimension de F sont différents, donc on n'a pas d'équivalent. On peut avoir des cas d'application non injective, non surjective, injective, non surjective, surjective, non injective ou bijective. D'accord? Est-ce qu'il y a une question rapide avant qu'on se quitte? Parce que j'ai un autre TD dans 10 minutes, et peut-être que vous aussi. Dites-moi. Le troisième ensemble de F2. Je ne comprends pas ta remarque. Qu'est-ce que tu appelles le troisième ensemble de F2? Si tu parles du petit vecteur qui est séparé, bah, tout simplement, si tu prends ce que tu as obtenu et que tu prends une part qui est linéaire et tu regardes ce qui reste, c'est ce 0, 0, moins 1. Si c'est ça la question. D'accord? Je vous laisserai le vérifier au pire et vous verrez, ça se décompose tout seul. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez des questions a posteriori, encore une fois, à me les poser soit sur le forum, soit à attendre la prochaine séance, mais n'attendez pas trop. Travaillez le reste de la feuille, donc à tout le monde s'il vous plaît, cherchez pour la prochaine fois la suite de la feuille. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas forcément le temps de tout passer en revue, alors même si ici on était par exemple sur une séance assez exhaustive, parfois on n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. D'accord? Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et bon courage donc pour ce que vous avez à faire. Allez, prenez soin de vous. Bonne journée.